Bonjour tout le monde et merci d'avoir choisi de nous suivre dans cet enregistrement, évidemment, où il ne sera pas question, comme à l'accoutumée, de parler d'une thématique scientifique. Aujourd'hui, nous sommes pieds sur terre et donc pour parler d'une réalité sociale vécue, et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est à la base de l'intuition que j'ai eue à faire cette réflexion. C'est ce monsieur, à commencer par là. Là, à l'école, notre élite est incompétente. Moi compris. Nous sommes allés dans une école qui fait de nous des gens corrompus. Nous sommes allés à l'école et cette école fait de nous des intellectuels qui ne savent rien. En réalité, parce qu'ils répètent ce que le maître a dit, mais pour eux-mêmes, ils ne savent pas. Comment est-ce qu'on peut faire la science si pour soi-même on ne connaît pas? Regardez le droit. L'agrégé du droit ne connaît pas le droit africain. Il passe son temps à répéter ce que l'autre dit et brusquement, il ne peut plus résoudre les problèmes de son peuple. Ok. L'économiste, donc, il fait... nous nous arrêtons là pour ce qui concerne ce monsieur. Et après avoir suivi cet extrait, cela m'a donné à réfléchir sur une réalité qui, dans le milieu africain, commence à prendre de l'ampleur, qui est cette critique, une forme de critique vis-à-vis des intellectuels, qui, pour certains, ne servaient, les intellectuels africains, évidemment, qui, pour certains Africains, intellectuels aussi, ne servaient presque à rien pour le continent. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait l'objet d'une émission d'Alain Focard, un jour, il y a 3 ans, que vous allez suivre maintenant. Au moment des indépendances, c'était une urgence, une priorité. Il fallait former des cadres africains. Il fallait des diplômés pour prendre en main la gestion des administrations, des entreprises des pays nouvellement autonomes. Plus de 60 ans après, le pari semble réussi, puisque les docteurs en toutes les disciplines, il y en a foison sur le continent. Les universitaires, au titre ronflant, sont légion. Les coopérants blancs ont cédé la place dans les lycées et universités à des nationaux. La plupart de nos États sont désormais gérés par des grands diplômés. Ils ont presque tous remplacé les télégraphistes, les instituteurs, les midas placés par le colonisateur au moment du départ. C'est clair, les cursus des chefs d'État et de leurs ministres en Afrique fait aujourd'hui pâlir même certaines nations occidentales, tellement ils sont diplômés. Mais curieusement, les choses ne vont pas pour autant mieux. Dans la majorité des pays, les populations semblent nostalgiques des pères des indépendances. Ils ironisent même de plus en plus sur ces intellectuels, ces longs crayons, ces cadres qui ont souvent fait pire que leurs parents. Ces diplômés qui manquent d'engagement, qui sont plus dans le mimétisme que dans la recherche des solutions adaptées à leur environnement. Bref, le débat sur le rôle des intellectuels se passionne, notamment dans les milieux populaires, où ils sont de plus en plus perçus comme les responsables de l'échec, du non-développement de l'Afrique. Quel est le rôle de l'intellectuel africain? Qui peut être considéré comme intellectuel? C'est quoi les critères pour le définir? N'a-t-on pas plus fabriqué des diplômés et non des intellectuels? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat. Voilà. Donc ça c'est Alain Focard qui saisit donc l'opportunité de son émission pour essayer de répondre à la question, enfin convoquer un public pour essayer de répondre à la question, savoir si l'intellectuel, en fait, africain, sert à quelque chose pour l'Afrique, a servi à quelque chose pour l'Afrique ou pas, ou est-ce que autrement dit, est-ce que le malheur de l'Afrique, les problèmes qu'on connaisse l'Afrique, sont tout simplement dus au manque d'intellectuels capables de donner des réponses aux problèmes du continent. Alors, pour finir, je voudrais évoquer ce monsieur aussi, qui dit, a dit que l'intellectuel africain ne servait tout simplement à rien.
C'est le sens de l'extrait que je suis en train de chercher. C'est un jeune entrepreneur camerounais qui estime que l'école est tout simplement une arnaque. Alors, maintenant, la question, est-ce que l'école est une arnaque pour le continent africain? Est-ce que l'école apporte quelque chose au continent ou pas? En tant qu'intellectuel africain, faisant partie justement des accusés, voilà pourquoi je me suis donné du temps pour réfléchir sur la question et donner ma propre réponse par rapport à ce que je pense être vrai pour la situation de l'Afrique et surtout en ce qui concerne la cause et le remède, la réponse à donner aux problèmes auxquels est confronté le continent africain. Voilà. Bien. Donc, je commence par cette critique. Donc, l'entrepreneur... À quoi sert l'école et l'université en Afrique? Si on veut être gentil, on va dire rien. Mais comme à Mansa, nous n'avons pas pour ambition d'être gentils, nous allons dire qu'en réalité, depuis des décennies, en Afrique, l'école et les universités sont des véritables camps d'endoctrinement, où on essaye de produire des esclaves. Et oui, mes chers amis, depuis lors de la maternelle au primaire, en passant par le secondaire et avec le couronnement l'université, ce qu'on essaye de faire de vous, c'est de véritables nègres de maison. Pendant que les autres ont conduit leur système éducatif dans... Ok, donc voilà, vous avez compris la teneur et on va dire la sévérité, la rigueur, le sérieux que se donne l'homme qui parle concernant l'école. Et depuis le début, à travers ces 3 extraits, vous vous rendez compte que de plus en plus sur le continent africain, il y a une certaine tendance belliqueuse, une certaine tendance agressive vis-à-vis de l'intellectuel africain, vis-à-vis de l'école, tout simplement. Maintenant, je pense qu'en tant qu'intellectuels, ceux qui le font sont aussi intellectuels, parce qu'ils s'expriment déjà en une langue des intellectuels. Parce que tous nous serons d'accord pour dire que le français, ça reste une langue intellectuelle pour la plupart des pays africains, parce que l'Afrique apprend le français à l'école. En Afrique, en tout cas, le français qu'on parle, un français académique, un français qu'on peut présenter dans un journal, dans un livre, dans une émission, c'est le français qu'on a étudié à l'école. Donc ceux qui critiquent l'école sont passés par l'école. Ok. Maintenant, là n'est pas le problème. La question à laquelle je vais répondre, c'est de se dire déjà, quelle est la différence entre un diplômé et un intellectuel? Est-ce qu'un diplômé peut être intellectuel et tout intellectuel peut être diplômé? Ça, c'est la première des questions. C'est une question tout simplement qui nous permet de comprendre ce que nous voulons dire lorsque nous parlons d'intellectuel. Et la deuxième question, donc la première donne à la deuxième question, c'est est-ce que l'intellectuel africain, est-ce que l'Afrique a besoin des intellectuels? Et la troisième, et qui peut être la dernière, c'est est-ce que l'intellectuel africain est la cause des problèmes africains et quel est le rôle de l'intellectuel africain vis-à-vis du continent. Mesdames, Messieurs, bonjour et j'espère que vous me connaissez déjà. Pour ceux qui sont sur ma chaîne, je m'appelle Joseph. Je suis un intellectuel
et bien évidemment un intellectuel d'origine africaine, un intellectuel formé en Occident, et notamment par l'université parisienne de Nassau. Un intellectuel, le mot intellectuel, ça veut dire celui qui met en exercice, qui met en avant-plan, celui qui met en valeur l'intellect, la réflexion, la capacité à penser, la pensée. Un intellectuel est celui qui promeut la pensée, qui agit par la pensée, qui peut agir par la pensée. Alors, le mot intellectuel, qui fait de intellect, intelligence, eh bien, ça vient de la même, c'est du même ordre, c'est-à-dire l'intelligence, c'est quoi? Justement, l'intelligence, c'est cette capacité qu'on trouve chez l'homme à pouvoir déjà s'adapter à des situations, à pouvoir théoriser la réalité, la comprendre, comprendre ses principes, son fonctionnement, s'adapter afin de donner une réponse aux problèmes que cette réalité pose. Par exemple, c'est aussi intellectuel que de savoir s'abriter, savoir construire des abris. Maintenant, est-ce qu'un diplômé est-il intellectuel? Bon, un diplômé, c'est qui? Un diplômé, c'est quelqu'un qui suit un cursus de formation à la fin duquel on lui délivre un document qui atteste de ses compétences. Le diplôme atteste des compétences acquises suite à une formation. Donc, le diplôme est un document. Celui qui est diplômé est celui qui est reconnu à travers un document qui lui a été délivré par une institution chargée d'une formation dans un domaine précis. L'autre question, est-ce qu'un intellectuel, un diplômé peut être intellectuel? Évidemment, un diplômé est un intellectuel. On ne peut pas être diplômé sans être d'une certaine manière intellectuel. Pourquoi? Parce que la formation qu'on suit est d'abord une formation théorique. Toute formation a une dimension théorique et une dimension pratique. Sauf si on va justement apprendre le savoir-faire sans théorie. Mais il y aura, d'une manière ou d'une autre, une dimension théorique qui accompagne toute formation. Et cette dimension théorique fait justement appel à cette dimension intellectuelle, à l'intelligence, à la compréhension des principes, à la compréhension de la pratique en tant que telle, et des théories développées dans le cadre de ces pratiques-là. Dans ce sens, un diplômé est d'une manière ou d'une autre un intellectuel. Maintenant, est-ce qu'un intellectuel est forcément diplômé? Pas nécessairement. Je peux me former moi-même sans être passé par une institution qui m'octroie un diplôme. Mais je reste intellectuel. Pourquoi? Parce que la formation que je fais, l'autodidactie, s'appelle, eh bien, me donne des compétences, fait appel justement à mon intelligence, de mettre en valeur mon intelligence, de mettre en pratique cette dimension pour comprendre certaines choses que les intellectuels ont produit sans avoir forcément à obtenir un diplôme à la fin d'une formation, parce qu'il ne s'agit pas d'une formation dans le sens classique du terme, c'est-à-dire un programme d'enseignement dispensé par une institution. Donc dans ce cas-là,
Si un diplômé est forcément, d'une manière ou d'une autre, intellectuel, eh bien, un intellectuel n'est pas forcément un diplôme. Dans la mesure où nous pouvons nous former nous-mêmes sans passer forcément par une institution qui nous reconnaît et qui nous offre, qui nous délivre un document qui s'appelle diplôme. Bien. Maintenant, la question c'est lorsque nous comprenons cela, et quel est le rôle de l'intellectuel vis-à-vis de sa société, vis-à-vis des problèmes de sa société. Eh bien, là, nous entamons la question qui est soulevée par ces critiques que nous venons de suivre. Bien évidemment, nous allons à l'école, et c'est la question même, pourquoi allons-nous à l'école? Quelle est l'importance d'aller à l'école? Si la vie réelle suffisait pour vivre, pour comprendre la réalité, pour comprendre le monde, pour être l'adulte sensé, alors pourquoi allons-nous à l'école? Pourquoi allons-nous passer le temps à suivre des cours, à apprendre des théories? Si nous suivons bien dans les critiques que nous venons d'entendre, il y a une réponse qui est déjà présumée. Pour ceux qui critiquent l'école, surtout dans le milieu africain, nous allons à l'école pour donner réponse aux problèmes de la société. Nous allons à l'école pour résoudre les problèmes de sa société. Ce qui veut dire que si je suis né dans une société où il n'y a pas beaucoup de problèmes sociaux, je ne suis pas obligé d'aller à l'école. Ça, c'est une part de réponse qu'on essaie de percevoir à travers les critiques comme celle-ci. La société africaine ne marche pas, donc c'est la responsabilité de l'intellectuel. À quoi sert l'intellectuel si on n'a pas ça, on n'a pas ceci, si on est confronté à ça, si on est confronté à cela? La dimension, la responsabilité sociale qui est engagée et imputée au seul intellectuel. La deuxième tentative de réponse que nous pouvons percevoir à travers ce genre de critique, c'est l'enrichissement personnel, c'est le bien matériel, c'est le confort et l'amélioration de la situation de vie. Nous allons à l'école pour améliorer notre condition de vie. C'est ce qui se laisse percevoir dans une certaine critique parmi celles que nous venons d'entendre. À quoi ça sert d'aller à l'école si on est au chômage après ses études? À quoi ça sert d'aller à l'école si on ne peut pas créer une entreprise après ses études? À quoi ça sert d'aller à l'école si, après tout, on ne sait pas être capable de nourrir sa famille, de se nourrir son famille? Voilà les tentatives de réponse que nous pouvons percevoir dans Une autre tentative de réponse, donc il y a trois. La première, donc, la responsabilité sociale, parce que ça ne va pas bien dans la société et donc l'école ne sert à rien, parce que l'école devait donner réponse à ces problèmes-là. Parce que la situation individuelle, les conditions de vie des personnes ne marchent pas, donc il y a un problème, ça ne sert à rien d'aller à l'école si celle-ci n'est pas la réponse au problème qu'on vit, à l'amélioration, donc à la question de l'amélioration de ses conditions de vie. Troisième alternative de réponse que nous percevons à travers ces critiques, c'est l'école
est à abandonner, tout simplement parce que c'est le mode de fonctionnement occidental. C'est pas le mode africain. Donc, c'est le dernier extrait, ce qu'on peut retenir du dernier extrait, c'est parce que l'école fait de nous des esclaves qui répètent les théories d'autres civilisations. Ça, c'est au moins, à mon sens, après avoir écouté ces extraits, c'est les trois réponses que nous pouvons donner à la question de l'utilité de l'école selon ces critiques. Maintenant, moi, en tant qu'intellectuel africain, quelle est ma réponse? Est-ce que ces réponses sont légitimes? Ou est-ce que ces réponses sont des déviations, sont l'expression de l'ignorance même de l'importance de l'école et de sa nécessité dans une société ou dans la vie de quelqu'un, ou tout simplement de son utilité dans l'humanité. En effet, je crois que l'école a été un bouc émissaire, contrairement à tout ce qui vient d'être dit dans ces critiques. L'école est un bouc émissaire. S'attaquer à l'école est insensé. Et ça, c'est ma réponse personnelle. Ceux qui pensent que lorsqu'on va à l'école, excusez-moi, on y va pour apprendre un système qui n'est pas un système africain. Et là, je m'adresse aux Africains. Sur cette question, est-ce que quelqu'un peut nous dire que si les Africains ne vont pas à l'école, parce que l'école fait d'eux ou ferait d'eux des esclaves qui répètent les théories, d'ailleurs les théories de leur maître. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils proposent à la place? Qu'est-ce qu'ils proposent à la place qui puisse jouer le même rôle que l'école? Rien du tout. Alors, comment serait une Afrique sans école aujourd'hui au XXIe siècle? Où est-ce que nous allons, sous prétexte que l'école ferait de nous des esclaves, que l'école ferait de nous des subordonnés d'autres civilisations? Dans quelle Afrique, dans quelle société vivrons-nous au XXIe siècle sans une école, sans éducation, qu'elle émane de l'Occident ou de l'Orient ou de la Chine, ou sans une éducation tout court? Et si l'Afrique fermait toutes ses écoles, qu'est-ce que nous mettrions en place et qui vaudrait la même peine? Qu'est-ce que nous mettrions en place? La tradition, la culture africaine, l'initiation. Est-ce que l'initiation seule suffit pour résoudre les problèmes auxquels le continent africain est confronté? C'est-à-dire que c'est l'initiation qui ferait de nous des gens libres. Et ça, c'est la question. Restons sur l'argument selon lequel, qui est un argument insensé d'une qualité d'insensé, je ne sais pas qualifier, que l'école fait des Africains des esclaves. C'est intéressant. C'est intéressant. Et maintenant, qu'est-ce qui remplacerait l'école? L'initiation. Les religions traditionnelles africaines. L'initiation africaine, ou la culture africaine en tant que telle.
nous apprendrait à lire dans un monde interconnecté, dans une société mondialisée, où l'écriture, la connaissance, la recherche de la connaissance, l'innovation, l'entrepreneuriat, le management, la technologie, un monde dominé par la technologie, est-ce que l'abandon de l'école nous servirait à quelque chose? Quel type d'école proposons-nous à une Afrique évidemment confrontée au problème et qui ferait de nous des hommes libres? C'est une illusion, rien. Faisons un peu l'histoire. Je crois que l'intellectuel africain, l'Africain doit dépasser, on va dire, une certaine arrogance culturelle, une certaine nostalgie, une erreur grave de penser que sa seule culture lui suffirait pour surmonter, trouver des solutions aux problèmes aujourd'hui au XXIe siècle. J'en prends ici pour cause le fait même de dénoncer l'école qu'ils appellent occidentale. Alors que l'école même, sans savoir, en fait, l'école même n'est pas d'origine occidentale. L'Occident reçoit aussi l'école. L'école est un héritage qui remonte de loin. Chaque civilisation a légué quelque chose qui est reprise dans le cadre de l'école. Lorsque vous apprenez, par exemple, les chiffres arabes à l'école, les chiffres ne sont pas d'origine occidentale. Mais pour ceux qui parlent en Afrique et qui disent aux Africains étudiants, l'école, on vous forme à l'école, est-ce que tout ce qui est tout ce que l'école nous apporte, est-ce que c'est le seul fruit de la culture occidentale? Et donc, l'école, en fait, c'est le mélange du meilleur de chaque culture dans l'histoire. Chaque culture a eu à reprendre quelque chose. C'est d'autres. Chaque civilisation a eu à recevoir quelque chose d'autres civilisations qu'elle a développé et transmise aux autres. C'est le propre du mécanisme de l'humanité. Pourquoi voulons-nous créer de la confusion où elle ne sert à rien? L'école fait de vous des esclaves. Dans quel sens? Et puis, il faut expliquer certaines affirmations. Dans quel sens apprendre la médecine fait de quelqu'un, d'un médecin africain, l'esclave de qui? Dans la pensée, en fait. Il n'existe pas d'esclave, il n'existe pas de maître. La pensée est un lieu de liberté en tant que tel. Apprendre à penser selon le mode de pensée d'une certaine civilisation ne fait pas de moi un esclave. Parce que la pensée en tant que telle a comme finalité le fait de m'ouvrir les yeux sur ma situation concrète et réelle de où je suis. La pensée en tant que telle, lorsque je la reçois, ou lorsque j'apprends, même si elle vient d'une civilisation lointaine, elle a ceci comme caractéristique qu'elle m'ouvre les yeux à voir ce que je ne pourrais pas voir dans mon immédiateté, dans ma situation concrète présente. Je prends ici une science qui est ma science de prédilection, à savoir la philosophie ou la logique. Elle a toujours répondu à des problèmes qu'elle a rencontrés partout où elle s'est incarnée, partout où elle s'est prononcée. Si en Occident, avec tout ce qu'il y a eu comme guerre,
comme dictature, despotisme, royaume, affronte votre peuple et tout ça, la question de l'intersubjectivité, la question de la conscience, la question du bien, la question du vivre ensemble, sont des questions qui ont pris de l'ampleur, qui ont été au cœur de cette réflexion-là, mais l'activité philosophique en tant que telle ne se résume pas à ces questions-là. L'activité philosophique en tant que telle consiste et consistera toujours en la capacité à pouvoir s'interroger face aux problèmes qui sont les siens, qui sont ceux qui se posent dans son environnement immédiat. C'est pour cette raison que vous voyez que la question de la subjectivité n'a pas été assez développée en Afrique, par exemple. La philosophie en Afrique a été plutôt d'abord une question de revendication identitaire, revendication politique face à la colonisation. Les Césaire, les Senghor, les Kwame Nkrumah, les autres, c'est des philosophes africains qui cherchent réponse à donner aux problèmes africains. Mais des philosophes africains ou afro-descendants formés à l'école occidentale. Mais ça ne les a pas empêchés de trouver réponse ou de chercher des réponses à trouver par rapport à leurs problèmes. Aimé Césaire n'a pas développé toute sa pensée sur la question, par exemple, la question de la subjectivité ou la question juste de l'homme. Lorsque vous lisez le discours sur le colonialisme, c'est une réponse, une proposition de réponse intellectuelle vis-à-vis des problèmes de son temps, de problèmes de son époque, de problèmes qui concernent sa communauté, qui concernent l'homme en tant que tel. Même le fait de créer le Mansa, avec les Focard et les autres, c'est ça, c'est aussi le Focard et compagnie. Où est-ce qu'ils ont étudié? Où est-ce qu'ils ont appris ces intuitions? Pour s'interroger sur l'utilité de l'intellectualité dans un contexte bien déterminé, l'exercice se fait avec des méthodes soi-disant occidentales, de l'école occidentale. Parce que la personne qui s'exprime, elle s'exprime déjà en français, en une langue occidentale. Si nous voulons quitter l'école, en tout cas sous sa forme occidentale, nous devons déjà renoncer à la langue française. Ça, c'est la première des choses. Renoncer à la langue française, renoncer à des prénoms, renoncer à pas mal de choses. Parce que nous dirons aussi peut-être que le vêtement fait de vous des esclaves de ceux qui les ont fabriqués. Voilà la bassesse, justement, de la réflexion lorsqu'elle a atteint ces niveaux-là. Lorsqu'on ne sait plus que faire, à quel sens se vouer, voilà, on cherche des boucs émissaires partout. L'école n'en fait de personne l'esclave de quelqu'un. Au contraire, l'école libère les esprits. Quelle que soit l'école où vous fréquentez, qu'il s'agisse d'une école chinoise, ou d'une école asiatique, ou d'une école française, d'une école allemande, mais ces écoles-là ne font pas d'un Africain qui passe par ces écoles-là l'esclave qui répète jamais. Pourquoi? Parce que le propre de l'école, c'est justement d'apprendre comment les autres ont-ils trouvé réponse à leurs problèmes ou aux problèmes qui ont concerné l'humanité à une certaine époque, pour nécessairement déboucher sur des réflexions qui concernent le soi. L'école transforme d'abord celui qui la fréquente pour être son propre juge, mais aussi chercher à porter
quelque chose aux autres. C'est très important de savoir que l'école n'a rien à voir avec les frontières culturelles. L'école n'est pas quelque chose qu'il faut garder. Pythagore est formé en Égypte. Les Thalès de Milet, ils vont apprendre. Les Ubuntu, les autres, Tchekantanyo ont montré, et tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que la médecine, les mathématiques, les autres, les Athéniens les ont appris, non pas en grec, en Grèce, mais en Égypte, dans une autre civilisation. Et arrivé en Grèce, la philosophie elle-même débarque en Grèce et change les données. Mais la réflexion grecque, la réflexion philosophique grecque ne s'est pas contentée de répéter ce que les maîtres, parce que les Grecs, Pythagore, Thalès et les autres ont appris en Égypte. Mais la réflexion, la pensée philosophique en Grèce atteint une pensée qui a pu donner réponse aux problèmes locaux, aux problèmes qui les concernaient. C'est ça le propre d'une pensée. La philosophie en Afrique a répondu à des problèmes qui sont des problèmes des Africains. La vie de l'Africain. La philosophie en Afrique a été d'abord une philosophie africaine. Lorsque vous lisez les Medrad Emga, lorsque vous lisez les philosophes africains, vous avez des thématiques africaines. Jusqu'à aujourd'hui, l'intellectuel africain fait son travail. Son travail de guetteur, d'éveilleur. Jamais l'intellectuel africain était l'esclave d'une pensée qui... C'est médiocre que de les penser, en fait. Lorsque vous prenez le droit, vous allez dans le pays, à Kinshasa, il y a des spécialistes en droit coutumier congolais. Cela ne répète pas forcément, et bien évidemment, l'homme est d'abord une réalité universelle. Les problèmes de l'homme sont aussi le problème de l'homme de partout et de toujours, de toutes les époques, de toutes les civilisations, de toutes les cultures. Vous voyez qu'il n'y a pas longtemps, la génération Z, vous l'avez au Népal, vous l'avez au Maroc, vous l'avez à Madagascar, où elle a même pu renverser le régime, vous l'avez, et vous voyez les revendications sont les mêmes. Manque de logement, manque d'électricité, manque d'accès de... Donc, l'homme, l'humanité, est d'abord à penser dans un sens universel, comme une réalité universelle, qui vit, qui partage une certaine expérience d'être humain. Et c'est pour cela que les théories concernant les problèmes de l'homme, partout où ils se trouvent, peuvent servir d'outils pour répondre aux mêmes problèmes dans d'autres contextes, avec, bien évidemment, un effort d'adaptation, bien sûr, mais il y a des problèmes qui peuvent se régler avec les mêmes théories. Comment purifier mon eau, que je sois en Occident ou en Afrique, je peux utiliser les mêmes méthodes pour purifier mon eau. Comment faire l'agriculture, je peux être en Europe ou en Afrique, je peux parfois utiliser les mêmes engrais, les mêmes méthodes. La solution, c'est d'avoir les résultats. Donc, quand j'applique les mêmes méthodes, lorsqu'elles marchent chez moi, et j'aboutis au même résultat, en quoi suis-je esclave de quelqu'un? Vous voyez la médiocrité de la réponse. Sur le plan de la sociologie, parce que j'ai vu un autre article, on dit que l'Afrique devait supprimer certaines disciplines. Et c'est le comble de la bêtise. C'est le comble de la bêtise. Et parmi ces disciplines,
on doit supprimer la philosophie des écoles, la sociologie, le droit, l'anthropologie. Mais c'est le comble de la bêtise, en fait. C'est le comble de la bêtise. Vous supprimez la psychologie des écoles. Vous voyez, la bêtise africaine, elle n'a pas de limite, en fait. La psychologie, vous supprimez de l'école. Donc, vous méconnaissez le rôle de la psychologie dans une société. Tout simplement parce que la psychologie ne vous donne pas à manger. La psychologie ne vous donne pas de l'argent. La psychologie ne vous donne pas des choses concrètes. Vous supprimez la philosophie. Vous supprimez la sociologie, l'anthropologie. Et il vous restera quoi? Qu'est-ce qu'une médecine sans prise en compte de la dimension anthropologique du patient, de la dimension psychologique du patient, de la dimension philosophique et culturelle, purement culturelle du patient? Je vous donne un exemple. Il y a vaccination, vous voyez combien les gens souffrent à vacciner les gens dans certains pays. À l'Afrique surtout, ou dans des sociétés traditionnelles et culturelles, où vous voyez que la culture empêche la médecine de s'exercer. La culture, la croyance empêche la médecine de s'exercer comme il faut et les gens meurent. Vous avez les gens qui acceptent de mourir, de garder le malade chez eux au nom de leur croyance, au nom de leur culture, au nom de leur pratique ancestrale. Et vous voulez nous raconter que, écoutez, l'anthropologie c'est rien, la philosophie ça n'apporte rien. C'est le comble de la bêtise en fait. C'est le comble de la bêtise. Ce sont des sciences fondamentales pour le bien-être d'une société. Qu'est-ce qu'une société sans philosophie? Le vivre ensemble, c'est d'abord une pensée philosophique. La société existe, le monde de la société tel qu'on la voit, la démocratie, la liberté, l'éducation, le rôle de l'éducation. Vous voyez, qui théorise l'éducation si ce ne sont pas des philosophes, les Rousseau et les autres, Maria Montessori, les autres. Vous voyez le comble de la bêtise africaine chez certains intellectuels, justement. Eh bien, on va garder des domaines, la menuiserie. Qu'est-ce qu'une menuiserie? Sans sociologie qui l'accompagne. Donc, estimer que l'école est le lieu d'esclavage des esprits africains, c'est une propagande dangereuse et je pense que tous ceux qui le disent, à mon sens, devraient être sanctionnés même devant leur société. Parce que justement, c'est détourner la jeunesse de ce qui est essentiel. Toutes les sciences sont nécessaires. C'est plutôt la pauvreté, c'est plutôt la bassesse d'esprit qui nous fait croire que les sciences ne donnent pas à manger, qui ne donnent pas du pain directement, qui ne font pas de nous des riches matériellement, ne sont pas importants. Attention, la psychologie, c'est la base. Avoir des personnes qui réfléchissent bien et qui se connaissent. La connaissance de soi, c'est la première des connaissances, en fait. La plus grande des connaissances, c'est la connaissance de soi-même. Empêcher la pensée, empêcher le droit. Que donc vous répétez le droit, mais attention, le droit occidental est la base, parce que là-bas, on l'a théorisé. L'Occident a théorisé ce que nous, Africains, n'avons pas eu le temps de théoriser. Et si nous les avions théorisés, l'insuffisance de l'écriture, pas l'absence, mais l'insuffisance de l'écriture, comme pratique courante, comme pratique de la vie courante, fait que les traces n'ont pas été pérennisées. Et donc, nous étions obligés de nous servir
des vestiges, des traces d'autres civilisations pour décoller. C'est tout à fait normal. L'Occident l'a fait aussi avec d'autres civilisations. L'Occident, qu'est-ce qu'il a fait? L'Occident, qu'est-ce qu'il a fait? Ben écoutez, il a récolté, il a pris le meilleur, ce qui lui plaisait chez les autres, pour construire et développer davantage sa propre culture, sa propre civilisation. Et l'offrir sous une autre forme, sous une forme tout à fait adaptée et sous une forme qui a fait de l'Occident ce qu'il est. C'est justement ça. L'Occident sait faire sien ce qu'il trouve d'intéressant chez l'autre. Pourquoi ne pas suivre le même modèle? Pourquoi au moment où nous sommes dans un monde mondialisé, dans ce monde grand village planétaire, eh bien nous allons nous enfermer, retourner à l'arrière, pour refuser la culture, le regard des autres, au nom d'un certain souverainisme sans éthique, d'un certain souverainisme sans orientation politique claire, ni culturelle, ni intellectuelle. C'est dangereux. C'est la perdition, en fait. Surtout lorsque c'est fait par ceux-là même qui ont eu à passer, à bénéficier de l'école dite occidentale. C'est un peu le comble de la bêtise. Deuxième chose, à quoi ça sert d'aller à l'école si sa situation, sa vie courante, ne s'améliore pas, si on n'a pas de travail, si. Mais le but de l'école, est-ce d'être riche? Est-ce que nous allons à l'école pour être riches matériellement? C'est la pauvreté qui nous fait croire à cela. Je pense que ce que nous apprenons d'abord à l'école, c'est comment chercher à affronter la vie, à l'améliorer, à être en mesure de proposer un modèle de société ou à participer, à contribuer à la construction d'un modèle de société. Je pense que l'école sert plus à ça. Comment à nous permettre de grandir en intégrité. Comment développer des valeurs. Comment aussi nous ouvrir au monde. Comment nous intégrer dans la grande famille qui est l'humanité. Comment nous intégrer dans la grande famille humaine. Parce que nos cultures nous intègrent dans des formes de vie bien déterminées. Je suis dans mon coin, j'apprends ma culture, mais cette culture ne m'apprend pas la culture des États-Unis, la culture de l'Occident, la culture de la Chine. Cette culture m'apprend bien une manière de vivre locale. Donc, je suis limité. Mais dans un monde ouvert, c'est plutôt l'humanité évolue ensemble. Il y a comme une interconnexion avec la technologie qui se propage, et puis je suis obligé d'apprendre l'anglais, d'apprendre notre langue, pour entrer dans le monde de la connaissance, avoir la connaissance directe. Je pense que c'est plutôt lorsque l'Africain s'enferme qu'il est l'esclave. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'enferme dans sa culture, eh bien, on a besoin de l'autre pour venir, pour apprendre ce qui se passe chez l'autre. Donc, on a besoin des autres. Mais lorsque je sors de ma culture, je sors de mon petit monde pour aller apprendre le monde de l'autre, je ne pense pas que je suis esclave. Au lieu d'être esclave, je suis libre. Pourquoi? Parce que par moi-même, j'ai la capacité d'aller chercher ce qui est bien chez l'autre, ce qui m'apporte, qui m'intéresse chez l'autre, sans passer par la médiation quelconque. Donc, je m'ouvre les portes et je me donne les chances. Et puis, je le fais avec objectivité parce que je le fais moi-même. Alors que m'enfermer dans un modèle qui serait local, culturel, au motif que apprendre la rationalité de l'autre ferait de moi son esclave, eh bien, cela me mettrait limité face à la technologie de l'autre. Lorsqu'elle vient chez moi, je serai obligé de me soumettre à l'autre, de
tendre la main ou de faire appel à l'autre pour comprendre ce qu'il est. Et quand l'autre vient m'expliquer ce qu'il a ou ce qu'il est, eh bien, et là, je suis vraiment dépendant de l'autre. Je suis son esclave. Justement, il va choisir ce qu'il me dit, ce qu'il ne me dit pas. Or, lorsque j'apprends, je connais l'autre, lorsque je vais à son école, je suis moi-même libre de prendre ou de laisser ce que je vois chez lui. Je pense au contraire cela. Donc, aller à l'école aujourd'hui, c'est très important. Une école qui doit être adaptée, bien sûr. Dans nos écoles, il n'est pas obligé, c'est pas non plus l'Occident qui a imposé à toutes les écoles en Afrique d'enseigner que les matières occidentales. Donc, c'est à vous-même de chercher comment adapter vos écoles par rapport à la réalité qui est. Mais tout en gardant, ou tout en laissant une perspective d'ouverture au monde. Nous sommes à une époque où l'ouverture au monde est indispensable. Et à cette époque-là, des discours comme ceux qu'on entend, l'école ne sert à rien, l'école fait des esclaves, donc ils n'ont aucun sens, c'est tout simplement bidon. Le monsieur qui vous parle vous dit, j'ai fait de la, je l'appelle, j'ai étudié l'esprit, le bon esprit, les concepts qu'il utilise sont les concepts appris à l'école occidentale. Donc, l'école occidentale vous a au moins doté des concepts qui vous permettent d'analyser vos propres réalités. Soyez au moins reconnaissants de cela. Je pense que l'époque n'est plus à s'enfermer dans une espèce de panafricanisme sans éthique, sans intelligence, une espèce de panafricanisme idiot, tout simplement. Pourquoi? Parce que le panafricanisme aujourd'hui est à penser toujours comme mode de pensée ouverte. Le monde est interconnecté. Donc, je ne vais pas à l'école, l'objectif premier de l'école, ne pas de s'enrichir, ne pas de chercher à manger. Je peux aller à l'école et de rester pauvre. C'est normal. L'école garde son importance. Ok. Maintenant, j'attaque la troisième et la dernière question. C'est quelle est la responsabilité de l'intellectuel africain vis-à-vis des problèmes de l'Afrique? Je pense que tous ceux qui amputent la responsabilité de l'intellectuel africain vis-à-vis des problèmes auxquels est confronté le continent africain font preuve d'une certaine médiocrité d'esprit. C'est leur avis, mais je pense que je m'inscris au faux, tout simplement en voir déjà où nous en sommes. Je pourrais même dire que la lutte pour l'indépendance est le fait des intellectuels. Je peux évoquer déjà ça. Donc, les intellectuels africains ont contribué à la lutte pour les indépendances de l'Afrique. Parce que ceux qui ont milité pour l'indépendance ont été des intellectuels. Dans la plupart des cas. 2. Les intellectuels africains ont permis à l'Afrique d'être connectée au monde. C'est-à-dire, de par leur publication, de par leur lecture, de par leur production, il existe une connexion entre les intellectuels de partout qui communiquent ce savoir et qui l'apportent à des endroits où la société en a besoin. Les intellectuels africains ont participé à cela jusqu'au jour d'aujourd'hui. À travers leurs publications, nous avons par exemple le Sacré Cadre, qui est basé, qui est une école créée par
les Congolais basés à Ottawa, où on publie des recensions, des livres, des journaux pour l'Afrique. L'Armatan consacre aussi tout un rayon sur la pensée africaine. À travers ces pensées, dernièrement par exemple, chez l'Armatan, nous avons eu l'ouvrage de de l'écrivain congolais de Brazzaville, Ososogbo, Richard Ososogbo, sur la dot, sur l'importance de la dot dans dans l'Afrique d'aujourd'hui. Voilà l'apport des intellectuels. Qu'est-ce que vous voulez que l'intellectuel vous fasse en plus de ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous fasse? Le rôle de l'intellectuel n'est pas de construire des usines. Le rôle de l'intellectuel n'est pas celui de vous créer de l'emploi. Le rôle de l'intellectuel n'est pas celui de vous donner à manger. L'intellectuel partage la pensée comme je suis en train de le faire. C'est ça la contribution de l'intellectuel. La contribution de l'intellectuel, elle est intellectuelle. Elle est d'ordre intellectuel. C'est le partage du savoir, de la connaissance, de la pensée. Mais arrêtez. Les intellectuels font leur travail. Les intellectuels africains ont fait que, par exemple, l'éducation africaine soit prise en charge en ce qui concerne la transmission du savoir par les Africains eux-mêmes. Les Africains nous font savoir que l'intellectuel africain le font. Nous prenons par exemple le cas de la RDC dans le traitement du virus Ebola. Ebola, c'est non seulement que c'est un Congolais, un médecin congolais, le professeur Bouyembe, qui l'a découvert, mais aussi qui en a proposé un vaccin. Qu'est-ce que vous voulez que les intellectuels africains vous fassent encore comme démonstration? Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent encore comme démonstration? Comme quoi, en fait, apporter la médecine tropicale? Elle est là encore entre les mains des intellectuels africains. La philosophie africaine. C'est que, par exemple, le traité dans l'ouvrage dont je viens d'évoquer le titre tout à l'heure, le rôle de la polygamie dans la société africaine actuelle. Eh bien, c'est des réflexions qui sont proposées. Mais la question, c'est qui lit l'intellectuel africain? Est-ce que l'Afrique fait confiance à ses intellectuels? Est-ce que lorsqu'un intellectuel parle, l'intellectuel africain, est-ce que sa société l'écoute? Lorsque vous allez dans des sociétés comme en Occident, lorsqu'il y a un sujet, on fait recours à des intellectuels, on les invite sur les plateaux de télé pour partager de leurs connaissances, partager de leur expertise. Donc, est-ce que l'Afrique le fait? Qui passe à la télé en Afrique? Si ce n'est pas le fanatique qui n'est pas spécialiste d'un domaine quelconque. Ce n'est pas celui-là qui prend la place de l'intellectuel. Le problème de l'intellectuel africain, c'est qu'il est confronté à un public qui ne le lit pas, qui ne l'écoute pas, qui ne fait que critiquer, mais en fait qui ne le lit pas, qui ne l'écoute pas. Pour savoir le rôle et la contribution des intellectuels africains, il faut aller à la bibliothèque. Il faut aller à la bibliothèque. C'est là où vous allez voir que les intellectuels ont pu proposer des choses. Le droit coutumier. Le droit coutumier, par exemple, en République démocratique du Congo, le droit coutumier, même au Cameroun, le droit coutumier existe grâce aux intellectuels qui pensent. Coder. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent, en fait? Qu'ils vous fassent la manger? C'est un peu ça. Alors, sur le plan politique, parce que c'est ça le problème. Quand les gens vous disent, dans la première critique, c'est les indépendances, les intellectuels ont pris les pauvres, ont remplacé le colon, et donc les choses ne marchent pas. Je crois que
L'intellectuel africain, face aux problèmes politiques, c'est que l'intellectuel africain est étouffé. Déjà parce qu'il n'est pas entendu, eh bien, on l'étouffe. On l'étouffe dans quel sens? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que le développement d'un pays, que s'agisse d'un développement économique ou politique, ou tout ce qu'on veut, est d'abord une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire seulement, ce n'est pas une affaire d'une catégorie de personnes. L'intellectuel à lui seul ne suffit pas pour faire développer un pays. L'intellectuel peut produire, les économistes africains produisent de la pensée africaine adaptée pour faire développer l'Afrique. Il y en a qui vous proposent même comment est-ce que, bon, vous pouvez proposer une monnaie, est-ce que ceux-là sont écoutés par des décideurs? Le développement dépend aussi de ceux qui décident, ceux qui détiennent le budget qui va avec. Je viens de dire ici que l'école ne donne pas de l'argent, l'école ne donne pas de la richesse, l'école ne donne pas des postes, forcément. Qu'est-ce qui est à la base du problème de l'Afrique? À mon sens, ce n'est pas un problème des intellectuels qui sont insensés. Comme ce que je viens de voir dans un titre, un livre qui va apparaître, ou si cela se confirme, que la République démocratique du Congo serait le laboratoire des intellectuels inutiles. Non. Ce qui rend les intellectuels africains improductifs sur le plan du développement ou de l'amélioration des problèmes sociaux, politiques auxquels est confronté leur continent, c'est d'abord le fait que l'intellectuel n'a pas le monopole de pouvoir dans ce pays. Et deux, ceux qui décident, les décideurs, n'ont jamais écouté suffisamment ce que disent leurs intellectuels. Ils sont dans leur monde, c'est-à-dire que la politique est un lieu de persécution de toute pensée, toute tendance purement intellectuelle et objective. Je parle de l'intellectuel dans le sens de l'objectivité. Ce qui fait que, dans le milieu politique, tout intellectuel qui s'y trouve doit abandonner ce qu'on appelle la probité et l'intégrité intellectuelle. Pour y rester, pour demeurer, la politique devient le lieu d'exclusion de toute objectivité intellectuelle. Et c'est dans ce sens que je m'inscris en faux lorsque un monsieur dit que l'école nous apprend à faire la corruption. L'école n'apprend jamais, il n'y a pas une seule école où on apprend à corrompre. Il n'y a pas une seule école qui apprend comment voler. Il n'y a pas une seule école qui favorise ça. Au contraire, l'école condamne, l'école nous forme à être des gens intègres, vertueux. Moi, le jour de la soutenance de ma thèse, j'ai juré devant le père, c'est déjà la norme ici, pour dire la vérité, rien que la vérité, quel que soit le secteur d'activité où je me trouve. L'école ne vous apprend pas à corrompre. La corruption est une question d'éducation humaine, tout simplement une question d'éducation familiale, culturelle. L'Afrique a développé la culture de la corruption qui n'est pas la cause de son intellectuel. Voilà. La cause de la culture de la corruption, nous la connaissons. Le manque de rigueur, mais aussi le fait que l'homme qu'il faut n'est pas à la place qu'il faut. L'intellectuel ne servira à rien dans une société où l'homme qu'il faut n'est pas à la place qu'il faut. Vous aurez beau inviter tous les intellectuels, tous les meilleurs des intellectuels, des économistes du monde, et vous le mettez dans un pays où l'homme qu'il faut n'est pas à la place qu'il faut,
le décideur qu'il faut n'est pas à la place qu'il faut, vous aurez beau lui confier tous les intellectuels, tous les meilleurs des économistes du monde. Et ça ne servira à rien. Pourquoi? Parce que celui qui a la place de décision, la place clé, n'a rien à faire. Il n'a tout simplement rien à y faire. Et nous vivons une société sentimentale. Une société qui a donné des places, les positions stratégiques, les places clés, les places qui tiennent au bon fonctionnement d'une société, des places qu'il faut développer une société. On va les donner à des personnes qui n'ont rien à voir avec ou alors qui ont renoncé. Parce que le contexte peut faire renoncer quelqu'un, eh bien, renoncer à sa capacité intellectuelle, à son intégrité intellectuelle. C'est le cas où vous voyez des professeurs d'université qui, se retrouvant à certains postes, se mettent à chanter pour certaines personnalités, sans faire leur boulot, et ferment les yeux face à certains dérapages, certains détournements, pour tout simplement éviter de se faire éjecter, de perdre le travail. Lorsque le travail devient rare, lorsqu'on appauvrit une société, eh bien, à un certain niveau, celle-ci renonce à certaines valeurs et se débrouille avec les moyens du bord et se livre à des perversités de tout genre dans tous les domaines. C'est ça la vraie cause. Et la société africaine, elle souffre de ça depuis longtemps. C'est pas un problème d'intellectuel. C'est tout simplement parce que la société elle-même, elle atteint un niveau de précarité morale, à la fois morale, intellectuelle, à tout genre, et même spirituelle, tel que vous soyez intellectuel ou pas, dans un système, vous ne servez pas vos valeurs, mais vous servez le système. Au lieu de s'en prendre aux intellectuels, vous devez s'en prendre à des systèmes. Est-ce que le système, qu'il s'agisse de la politique ou autre chose, est-ce que le système africain met en valeur les valeurs intellectuelles, la place de l'intellectuel? Est-ce que l'intellectuel qui est nommé comme ministre, est-ce qu'il est libre de faire son travail conformément à ses valeurs? Ou est-ce que l'intellectuel qu'on a cherché, c'est celui qui accepte de renoncer à ses valeurs intellectuelles pour servir une cause? C'est là le problème. Comment ça se fait que des économistes vont se mettre à détourner de l'argent de la caisse de l'État? Comment c'est possible? Ben, tout simplement parce que ces économistes-là se sont laissés corrompre, ils ont fermé les yeux. Sur le plan purement intellectuel, cela n'est pas envisageable. Et dans un contexte où ils se sont retrouvés comme pris au piège dans un système où ils sont comme dans une prison, eh bien, cela devient possible. C'est ça le vrai problème de l'Afrique. Ce n'est pas un problème de savoir, de la manière dont nous apprenons ce savoir, mais c'est un problème de l'usage de ce savoir à notre disposition. C'est le problème de l'utilité, l'usage du savoir, en fait, que nous avons dans la Constitution. Lorsque vous avez des ministres, lorsque vous avez même des chefs d'État en Afrique, qui est-ce qu'ils vont chercher pour occuper certains postes, si ce ne sont pas d'abord leurs enfants, qui ne sont pas assez intellectuels, et quelques intellectuels fanatiques qui ont faim, parce qu'il y a intellectuel. L'intellectualisme, justement, ne veut pas dire automatiquement la bonne moralité, la bonne intégrité. Il y a des intellectuels qui sont déjà attaqués par la pauvreté, pour qui, eh bien, le matériel, c'est ce qui compte le plus, parce qu'ils sont déjà appauvris à tel niveau que finalement, ce qui compte, c'est ce qui est matériel, le bien personnel. Et ils ne vont servir que cela. Et ceux qui dirigent, ceux qui sont à des postes de responsabilité en Afrique,
vont plutôt à la recherche de ce profil-là d'intellectuels. Et pas d'autres. Et pas ceux qui sont rigoureux. Et pas ceux qui vont mettre en valeur d'abord leur aura d'intellectuel, c'est-à-dire l'objectivité des valeurs intellectuelles. C'est comme cela que nous pouvons trouver problème réponse au problème de l'Afrique. C'est pas tout simplement en criant, en abandonnant l'école occidentale, c'est faux. L'Afrique, dans son contexte actuel, d'une précarité absolue, une Afrique dans des anti qui devient le lieu, le bastion des antivaleurs. Vous pouvez lui donner, vous pouvez y faire venir tous les intellectuels, tous les meilleurs de la planète, sans changer, car ceux-ci se trouveraient aussi, comme leurs collègues, pris dans un système qui les abrutisse tous. Lorsque les étudiants n'ont plus de bourse, lorsque les enseignants ne sont pas payés, lorsque les professeurs d'université sont affamés, dites-moi quel type d'intellectuel vous produisez. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'école pour être un bon intellectuel, encore faut-il faire son école dans des conditions qui permettent une bonne croissance intellectuelle, qui permettent l'éclat et la maturité d'une bonne maturité intellectuelle. Encore faut-il tout ça, l'encadrement de l'éducation. Et cela vaut pour tous les domaines, en fait, de la société. Nous sommes dans des cercles vicieux, c'est-à-dire, c'est comme les yin et les yang, c'est-à-dire, la société a le type d'intellectuel qui lui convient, tout simplement. La situation, chaque situation politique, sociopolitique, a le type d'intellectuel qui lui convient. N'allez pas chercher un intellectuel qui ne correspond pas à la situation que vous vivez. Attaquez-vous, justement, plutôt à la situation, à ce qui fait que cette situation-là puisse exister, ce qui fait persister cette situation. Je prends mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Si je prends tous les présidents que nous avons connus jusqu'à aujourd'hui, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'intellectuel dans le sens rigoureux du terme. Oui, on a des gens moyens, ok, mais c'est pas l'intellectuel. Kassavou, moi, un séminariste, Mobutu, un soldat et journaliste improvisé, et qui nous a mené une politique qui n'est pas du tout une politique des intellectuels, parce que Mobutu, c'est celui qui prend tous les étudiants et les amène à l'armée. Dites-moi un comportement d'intellectuel. Qu'est-ce qui est d'intellectuel enfin, dans le comportement pareil? C'est-à-dire, vous arrivez, vous prenez tous les étudiants parce qu'ils ont proclamé leur bourse ou l'amélioration de leur vie, vous les prenez tous et vous les mettez dans l'armée. Sans vouloir ici dire que dans l'armée, on ne peut pas être intellectuel dans l'armée, tout simplement que forcer quelqu'un à aller faire ce qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il y a d'intellectuel dans un geste pareil? Donc, quand vous prenez ça, vous prenez des rebelles qui après, sont allés à l'école, et je ne peux pas dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez l'intellectuel dans le sens que nous voulons dire à la tête de la République démocratique du Congo. La preuve en est que certains sont retournés à l'école, même après avoir dirigé, par exemple, le président Kabila est retourné à l'école, il a eu son master, après avoir dirigé le pays pendant 18 ans. Et il est même en train de rédiger, de faire son doctorat en Afrique du Sud. C'est après avoir dirigé. Et lorsqu'on voyait certains ministres, c'est après avoir été en politique, après avoir été à des postes, qu'ils ont eu l'opportunité d'avoir des diplômes, d'avoir les diplômes intellectuels. Ils sont nombreux. Il y en a même qui ont fait des thèses en une année. Il a terminé sa thèse en une année
tout un État, ministre, tout un État. Et tout ce monde-là, nous allons le mettre dans le même paquet des intellectuels qu'on va taquiner, provoquer matin, midi, soir. Il y a intellectuel et aussi intellectuel. Ça, c'est aussi à retenir, c'est simple. Il y a des intellectuels qui s'improvisent, des intellectuels alors, en Kinshasa, il y a ce qu'on appelle aussi les diplômes politiquement obtenus, c'est-à-dire tous ces diplômes qui s'obtiennent parce qu'un ministre est allé encore au banc de l'école, un ministre au banc de l'école dans son pays, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il échouera? Il ne fera que réussir. Donc, des diplômes politiquement obtenus. Parce que lorsque nous parlons des intellectuels, nous ne parlons pas de ce profil-là, de ces usurpateurs, tout simplement, d'identité, de ces fraudeurs. Ceux-là, ils sont diplômés, bien sûr, et ils ne sont pas intellectuels. Être intellectuel, et un bon intellectuel, c'est d'avoir l'exigence morale qu'il faut, la probité, la dignité des valeurs. Être au service des valeurs, d'abord. Donc, c'est cela. Je pense que le problème de l'Afrique ne vient pas du manque d'intellectualité ou parce que l'intellectuel africain n'est pas adapté, je ne pense pas. L'intellectuel africain produit, alerte et invite à la lecture. Il y a une expression que j'aime bien, qui est celle de, pour l'aider, Awaz Kouwa, le chef le créateur du siècle 4 dont j'ai parlé tout à l'heure, parle de la bibliophagie, que l'Africain doit apprendre à lire les productions intellectuelles qui le concernent. Par exemple, lorsqu'on parle de la dot dans une Afrique d'aujourd'hui, vous verrez que là, sur le continent, très peu de personnes seulement vont le lire. Ce sont des autres plutôt qui vont le lire. La preuve en est que d'ailleurs, que dans la salle où on a présenté ce livre, qui parle de l'Afrique et de la polygamie, la majeure partie des participants n'étaient pas d'origine africaine. Au lieu d'interdire l'école, au lieu de diaboliser l'école, au lieu de salir, de stigmatiser l'école, nous devrions plutôt inviter à une éducation de la lecture et la recherche de la connaissance. Et puis, le respect des valeurs. Une société qui est fondée sur les valeurs est une société qui finit par être développée et tout ce qu'il faut, sur tous les plans. Vous évoquez la société chinoise, mais il faut regarder la société chinoise, comment elle évolue. Une société fondée sur des valeurs strictement observées. Le problème, c'est que nous vivons une Afrique, une Afrique marquée par la dépravation de valeurs. Marquée par la dépravation de valeurs. Et cela vaut aussi sur le plan de la spiritualité. C'est-à-dire qu'une spiritualité doit être adaptée par rapport à des réalités concrètes. Donc, le problème de l'Afrique ne vient pas seulement des intellectuels. Et les intellectuels ne sont pas les seuls responsables du développement ou des problèmes dans une société. La solution des problèmes à chaque société est une affaire de tous. C'est une affaire d'éducation générale, une affaire de culture, une affaire de tous. Tout le monde doit être mobilisé pour résoudre le problème qui se pose dans une société. C'est une affaire de tous. L'intellectuel africain fait son travail, fait ce qu'il peut faire. C'est à la société de le soutenir à travers la lecture de ce qu'il propose, à travers l'intériorisation des valeurs qu'il développe, qu'il propose à leur société, à travers le soutien, à travers, c'est comme ça que tout le monde on avance. Ne cherche pas d'homme providentiel. Ça n'existe pas. Et l'Afrique est dans cette optique-là.
d'attendre soit une personne, soit une catégorie de personnes pour nous venir à aide. Et on ne fera qu'attendre. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis merci. Vous pouvez de nous revoir prochainement pour une autre thématique. Merci. Au revoir.